La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le directeur général adjoint de Montpensier-Bevel. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. La réaction des marchés financiers finalement est restée assez contenue face à la dégradation de la crise politique en France. 1,36% de baisse pour le CAC hier soir à la clôture, 3,57% pour la dette française à 10 ans sur le marché obligataire. Comment expliquer que les marchés soient restés finalement assez prudents ? Déjà, les marchés anticipent toujours. Ils ont toujours des scénarios centraux, des scénarios alternatifs. Là, effectivement, on était dans un scénario relativement convenu, c'est-à-dire on voyait que compte tenu des équilibres politiques et des dernières informations, il était assez peu probable qu'on ait de la stabilité politique et qu'on aille effectivement vers quelque chose de très raisonnable à la fois économiquement et politiquement. Donc les marchés avaient anticipé, ce qui veut dire que lorsque l'événement se déclenche, il n'y a pas de véritable surprise. Néanmoins, on a quand même eu un mouvement qui est pas un mouvement majeur, mais qui est un mouvement quand même réel, un effritement de la valeur de la dette française, puisque lorsque les taux d'intérêt remontent, ça veut dire que la valeur de la dette baisse, et ça veut dire que globalement, les marchés nous disent « attention », vous êtes sur une pente qui peut être un petit peu compliquée, ne restez pas sans rien faire, nous sommes vigilants par rapport à ça. Mais est-ce que les marchés ne parient pas également sur une accélération du calendrier qui pourrait contraindre Emmanuel Macron à clarifier rapidement la situation politique avec peut-être une dissolution ? Aujourd'hui, quand on lit les notes des grands analystes de Wall Street en particulier, ça demeure effectivement un scénario qui est un scénario central pour clarifier la situation. Mais là aussi, on va entre le moment où la décision serait prise et le moment où les gouvernements seront nommés et les premières déclarations sont faites, on aura probablement une phase d'incertitude où les marchés, en fonction des sondages, en fonction des déclarations de campagne des uns et des autres, retrouveront cette espèce de nervosité. C'est pas parce qu'on va avoir une dissolution que tout sera clarifié. Il va falloir attendre un petit peu quand même. Vous dites que les marchés financiers anticipent ce qui peut se passer. En cas de dissolution, les sondages montrent une victoire du Rassemblement national. Ça ne semble pas effrayer les marchés financiers outre mesure. En fait, le Rassemblement national reste pour les marchés financiers une espèce d'inconnu, mais une inconnue aujourd'hui peut-être moins effrayante que pourrait l'être une coalition menée par la gauche radicale, où là on sait qu'il renverserait complètement la table. Aujourd'hui, il y a de la part du Rassemblement national une espèce d'équilibrisme entre un programme historique très étatiste et un programme que certains voudraient un peu plus favorable au business. Donc aujourd'hui, les marchés s'inquiéteraient quand même, mais effectivement, entre deux mots, pour l'instant, ils se disent que peut-être le moindre, ce serait un gouvernement effectivement où la patte du Rassemblement national serait importante. Nos partenaires européens s'inquiètent de la crise politique en France. Est-ce que ça pourrait pousser la Banque centrale européenne à réagir et si oui, de quelle manière ? Ah oui, clairement, la Banque centrale européenne surveille la situation. Lors de ses dernières interventions, Christine Lagarde l'a clairement dit. Elle a dit qu'elle surveillait la dette française, elle surveillait la situation politique. Friedrich Merz l'a dit effectivement que la stabilité politique française était importante. La BCE, en fait, a des outils dits de transmission de politique monétaire. Personne n'est dupe. La transmission de politique monétaire, ça veut dire agir sur les taux d'intérêt pour que les taux d'intérêt restent raisonnables. Lorsqu'un pays aussi important que la France est en proie à des turbulences, au moins des turbulences de court terme, oui, la BCE ne pourra pas rester totalement inactive. C'est aussi là-dessus que parient les marchés. Mais attention, ça n'est pas non plus une assurance tout risque. On dit que la BCE a des poches profondes, que le bilan de la BCE n'a pas de limite. Est-ce qu'elle peut acheter indéfiniment de la dette française jusqu'à ce que la situation se calme ? C'est ce qu'on dit sur les marchés, ne jamais se mettre en face d'une banque centrale. Effectivement, les banques centrales ont des moyens limités. En revanche, elle est contrainte par les traités, elle est contrainte par un mode de fonctionnement. Elle ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, elle peut effectivement stabiliser la situation à court terme. Elle ne peut pas faire en sorte qu'une situation durablement déséquilibrée soit rééquilibrée par la seule intervention de la Banque centrale. Ce n'est pas dans son mandat et je pense que la BCE, en particulier la BCE actuelle, fera très attention à ne pas dévier trop de ce mandat-là. La crise politique française s'ajoute à d'autres tensions sur la capacité de financement de l'économie mondiale, notamment le shutdown aux États-Unis. Finalement, pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que
On ne va pas très bien, mais les autres ne vont pas très bien non plus. Voilà, quand on s'examine, on se désole, quand on se compare, on se console. Mais c'est vrai que d'un point de vue du financement de l'économie mondiale, on a effectivement des tensions aux États-Unis. On a vu que les taux américains ont remonté. On a eu des tensions au Japon également. Donc un petit peu partout, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a les investisseurs qui nous disent on n'est pas prêt à donner des chèques en blanc à des politiques qui ne nous paraîtraient pas raisonnables par rapport à des capacités de financement qui sont aujourd'hui peut-être un peu plus réduites qu'avant. Et donc, nous ne financerons pas de façon aveugle tout ce que vous nous demanderez de financer. Montrez-nous que vous êtes des investisseurs aussi raisonnables dans la sphère publique. Et là, effectivement, on vous suivra. C'est pas un hasard d'ailleurs si maintenant des taux d'entreprises privées sont aujourd'hui inférieurs aux taux auxquels empruntent les États de ces pays-là. Ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore quelques années. On voit bien qu'il y a une tension et des inquiétudes. On le voit sur les actifs refuges, comme on les appelle, à commencer par les cours de l'or. Le cours de l'or. L'once d'or, 3 966 $ ce matin. Tutoie les 4 000, oui, exactement. En fait, ce qu'on voit à chaque fois qu'on a des tensions, c'est vers quel actif on se réfugie. Historiquement, c'était le dollar. On voit que là, aujourd'hui, vous l'avez mentionné, le shutdown plus une politique qui est quand même un petit peu plus erratique de la part de Donald Trump, fait que les investisseurs sont un peu méfiants vis-à-vis du dollar. Ils sont méfiants vis-à-vis du yen, évidemment. Et donc, il leur reste l'or, un peu aussi le bitcoin, mais il leur reste surtout beaucoup l'or. Et l'or, effectivement, ça fait partie des refuges historiques. C'est un peu rassurant de se réfugier dans l'histoire quand la situation actuelle est très, très incertaine. C'est un peu ce que font aujourd'hui à la fois les banques centrales et les investisseurs. Et c'est pour ça qu'effectivement, l'or monte beaucoup aujourd'hui. Et quel intérêt de se réfugier sur le bitcoin ? L'intérêt du bitcoin, c'est effectivement déjà pour les investisseurs qui sont très en dollars. En fait, le bitcoin évolue en fonction du dollar. Quand le dollar baisse, le bitcoin monte. Et effectivement, ça fait partie des actifs maintenant, l'or numérique, qui crée une certaine capacité de rebond de la part pour les investisseurs qui se dit finalement je vais me réfugier dans quelque chose de différent. Attention quand même, le bitcoin est quand même très corrélé au marché financier. C'est pas du tout un actif qui est décorrélé, contrairement à ce que j'entends. C'est un actif qui est très différent. Mais effectivement, comme il est différent, on se dit effectivement au moins regarder ce qui se passe avec le bitcoin, et on voit que en ce moment, quand tout est incertain, on se réfugie aussi dans le numérique, pourquoi pas. Dernier mot. Comme dans les lingots d'or de l'économie sont les GAFAM, c'est un peu pareil en fait. On a entendu dans le journal de l'économie la colère des patrons français. Est-ce que pour eux, les capacités de financement sont réduites aujourd'hui ? Aujourd'hui, au fur et à mesure que vous montez les taux de la dette, oui, effectivement, on commence à avoir un certain sujet, et on voit bien que les banques françaises ont été parmi les plus attaquées dans la séance d'hier en bourse, et ça veut dire que leur capacité de financement va être au minimum sous pression. Donc oui, les patrons français ont raison de s'inquiéter. Nous ne pouvons pas nous dissocier complètement de la façon dont nos gouvernements nous gouvernent. C'est aussi une des leçons qu'on peut tirer des marchés financiers. Merci Wilfried Galland d'être venu ce matin, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Merci à tous les deux Stéphane, à demain 6h pour la matinale de l'économie, à suivre les coulisses de la politique. Après avoir fait sauter le gouvernement Retailleau, désormais sur la défensive, c'est ce que nous expliquera Marcelo Westfred. Mais tout de suite, et si nous parlions français, voici